Bonjour à toutes et à tous, hein. Voilà, je suis ravie de participer à cette rentrée des sciences et de vous parler un petit peu, de mon métier, puisque tout en restant sur terre, eh bien, je vais travailler sur, l'espace et donc je m'appelle Vinciane Debaille, je suis maître de recherche au FNRS, qui est un organisme qui finance les chercheurs et je suis basée à l'Université libre de Bruxelles. Alors moi, je suis géologue à la base, donc ça veut dire que j'étudie les roches et surtout la composition des roches. Et au cours de mes études, je me suis spécialisée dans les roches extraterrestres, donc les roches qui viennent de la Lune, de Mars et des astéroïdes. Donc j'ai eu la chance de travailler sur des roches lunaires et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Et donc voilà, je vais vous parler un petit peu de la Lune en général et puis des grandes découvertes que l'on a pu faire, sur la Lune grâce aux roches, ramenées. Alors tout d'abord, la première chose quand on regarde la surface de la Lune, c'est que, c'est quelque chose que l'on voit assez clairement, hein, c'est toutes ces grandes taches noires en fait qui sont, que l'on va retrouver sur la face visible de la Lune et tout autour, toutes ces zones très blanchâtres. Et donc en fait, à l'époque, hein, alors je vous parle des années 1500-1600, les gens ne savaient pas très bien ce qui se passait sur la Lune et donc on s'imaginait qu'en fait, ces taches noires, ça représentait des mers et alors les taches blanches, ici, ça représentait des montagnes, des hauts plateaux. Donc ça, c'est une, terminologie qui a été, gardée. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a pas d'eau, il y a pas de mer à la surface de la Lune. Mais en tout cas, on a gardé cette terminologie et on parlera des mers lunaires comme étant ces grandes taches noires à la surface de la Lune et j'en reparlerai un petit peu après. Et puis on voit des structures ici, par exemple, qui sont des énormes cratères. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important quand on va étudier la géologie de la Lune, c'est qu'on va, regarder ces gros cratères. On en retrouve un peu partout en fait, sur la surface de la Lune. Alors pour se raccrocher à ce qu'on connaît, la Lune, on la connaît bien, hein, on voit la pleine Lune et puis la Lune qui devient de plus en plus petite jusqu'à la nouvelle Lune où en fait la Lune est noire, on ne la voit pas, elle est dans l'ombre du Soleil et puis de nouveau le croissant et montant jusqu'à revenir à la pleine Lune. Ça prend 28 jours. Et en fait, ça veut dire que comme un mois fait entre 30 ou 31 jours, en fait, mais donc vous voyez que les 28 ou 29 jours pour un cycle lunaire, ne correspondent pas au cycle mensuel. Et donc en fait, beaucoup de gens essayent de se baser sur un calendrier lunaire, mais il va être décalé, en fait, par rapport au calendrier mensuel que l'on a, donc notre année solaire de 365 jours. Et donc c'est pour ça que, quand on utilise un calendrier lunaire, en fait, chaque année, il va changer de date puisque, le calendrier lunaire de 29 jours ne correspond pas au calendrier mensuel de 30 à 31 jours, par mois. Par contre, la Lune va avoir une véritable influence sur nos vies. Alors, c'est pas toujours celle que l'on pense, hein. La première chose, c'est que la Lune va stabiliser l'orbite de la Terre. Donc la Terre tourne autour d'un axe et cet axe est stable, en fait, grâce à la Lune qui tourne autour de la Terre. Si ce n'était pas le cas, eh bien, en fait, l'axe de la Terre bougerait et on aurait des saisons qui sont très différentes d'année en année. Donc on n'aurait pas 4 saisons qui commencent toujours plus ou moins au même moment. On pourrait avoir l'axe de la Terre qui change énormément et avoir un très long été de 10 mois et puis un très long hiver de 15 mois, par exemple. Donc ça, ce sont des choses que l'on voit sur Mars, qui n'a donc pas de Lune et dont l'axe de rotation va bouger très fort. Mais donc la Lune va stabiliser l'axe de rotation de la Terre, ce qui fait que depuis des millénaires, on a 4 saisons sur Terre. On a les marées, bien sûr. Donc en fait, en fonction de là où la Lune se trouve, eh bien, les masses d'eau vont être attirées vers la Lune et donc on aura une marée haute là où se trouve la Lune autour de la Terre et on aura une marée basse aux autres endroits. Les animaux également, on va avoir certaines espèces animales qui vont se reproduire lors, des pleines lunes. Donc tout à coup, en fait, on va avoir des espèces de poissons, de crevettes et cetera qui vont pondre leurs œufs les jours de pleine lune, donc quand on va avoir beaucoup de lumière.
Et puis ça, c'est quelque chose dont on ne sait pas très bien, hein, mais enfin qui n'est pas très connu, mais qu'on va avoir une protection contre de gros impacts de météorites. Donc en fait, la il y a des météorites partout dans le système solaire, mais la Terre a reçu peu de météorites par rapport à d'autres corps, planétaires dans le système solaire. Et ça, c'est parce que la Lune, en fait, agit un peu comme un tampon et généralement, on va avoir beaucoup d'impact sur la Lune qui va plutôt protéger la Terre. Donc vous voyez, c'est pas toujours des choses auxquelles on pense, mais la Lune a une véritable influence en fait, sur la Terre et sur le développement de la vie sur Terre. Alors, on a vu tout à l'heure la face visible de la Lune et en fait, c'est parce qu'on voit toujours la même face de la Lune parce qu'elle tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle ne tourne autour du Soleil. Donc ici, vous avez le point rouge qui vous indique la face visible, donc la face que l'on va voir de la Lune. Et vous voyez donc lors de la pleine Lune, la Lune est de l'autre côté de la Terre, donc la Lune est complètement éclairée. Et quand la Lune est toute noire, en fait, elle est dans l'ombre du Soleil, donc en fait, on ne voit pas la Lune, elle n'est pas éclairée par le Soleil. Par contre, vous voyez que ce point rouge, donc qui est toujours le point que l'on voit, qui est toujours la face que l'on va voir de la Lune, eh bien ce point, il va tourner autour de l'axe de la Lune. Et donc ça signifie qu'en même temps que la Lune va tourner autour de la Terre, la Lune elle-même va tourner autour d'elle-même à la même vitesse. Et donc c'est pour ça, en fait, que l'on voit toujours la même face de la Lune. On ne voit jamais la face cachée, du coup on l'appelle la face cachée de la Lune. C'est parce que la Lune tourne autour de la Terre à la même vitesse qu'elle ne tourne autour du Soleil. Et ça va avoir une importance fondamentale pour comprendre comment la Lune s'est formée. Parce que ça, c'est pas quelque chose de facile à faire. D'avoir 2 corps planétaires qui sont liés les uns avec les autres, avec une vitesse de rotation, donc la Lune autour d'elle-même et autour de la Terre, c'est pas quelque chose de facile. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous a mis en tant que scientifiques, alors quand je dis nous, c'est, des centaines d'années avant moi, la puce à l'oreille que la formation de la Lune est en fait un peu compliquée à comprendre parce qu'il faut que je puisse expliquer pourquoi la Lune est synchrone, à la fois autour d'elle-même et à la fois autour de la Terre. Alors ici, vous avez donc la face visible de la Lune, hein, donc là que tout le monde connaît bien, et donc vous avez la face ici cachée de la Lune parce qu'on a des satellites qui ont volé autour de la Lune et qui ont été prendre des photos de la face cachée de la Lune. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on a une très grosse différence entre les 2. Donc tous ces gros cratères noirs, hein, ces mers lunaires, eh bien, en fait, on ne les voit quasiment pas sur la face cachée de la Lune. On a beaucoup de petits cratères. On a ici une seule tache noire. Et puis ici, vous voyez une tache un peu plus sombre dont je vais reparler. Il s'agit d'un cratère gigantesque, très vieux et gigantesque à la surface de la Lune. Et il est tellement vieux qu'en fait, on a d'autres cratères plus jeunes qui sont arrivés dedans. Donc en fait, on a des météorites tout au long de l'histoire de la Lune qui arrivent tous les jours sur la Lune et qui effacent les vieux cratères et qui viennent refaire des nouveaux cratères. Alors, je viens de vous parler de cratères et donc justement, la formation des mers lunaires, en fait, ce sont des cratères d'impact. Donc en fait, à la surface de la Lune, vous avez des météorites qui vont tomber, certaines plus petites et certaines très grosses. Et quand vous avez un impact, vous allez avoir un cratère. Alors un cratère, il va être formé de 2 grandes, structures. Le premier, c'est qu'on va avoir des montagnes circulaires. Si je reviens en arrière, vous voyez ici, on a des montagnes autour du cratère. Et puis en fait, comme la croûte va devenir toute mince ici, j'ai de la lave qui va remonter d'en dessous et qui va venir remplir le cratère par en dessous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment sur Terre, c'est un mécanisme très, très rare sur Terre, mais vous voyez que sur la Lune, en fait, ça va former tous ces énormes cratères noirs que l'on voit sur la face visible de la Lune. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a donc ces montagnes circulaires et une mer, du coup un cratère en fait qui est rempli de magma et qui a l'air plus noir que les montagnes autour. Oups. Donc ici, vous voyez ces mers remplies de lave très noire et donc toutes ces chaînes de montagnes en fait autour des cratères. Alors ici, vous avez une image un peu compliquée. Donc vous avez toujours la face visible de la Lune à gauche, ici, ici et ici, et la face cachée de la Lune à droite.
Ici, vous avez l'altitude de la Lune. Donc vous voyez que les mers sont en fait très basses en altitude et très plates et donc toutes ces montagnes ici, vont avoir des altitudes beaucoup plus élevées. On va être dans l'ordre de 4 kilomètres, alors qu'ici on a moins 2 kilomètres, pour les mers. Et vous voyez que la face cachée de la Lune est très, très différente. Donc là, on va voir énormément de montagnes, donc on va être 4 à 6 kilomètres au-dessus du niveau moyen de la Lune. On reconnaît le petit cratère noir ici. Et vous voyez ici cette zone qui était un tout petit peu plus sombre ici, qui est extrêmement profonde. Donc ici, on a à -6 voire -8 kilomètres sous la surface moyenne de la Lune. Donc ça, c'est le cratère de Aitken au pôle sud et je vais en reparler un petit peu plus tard parce qu'il intéresse beaucoup les agences spatiales aujourd'hui, parce que c'est là qu'on va chercher de la glace, en fait. Ici, vous avez des cartes chimiques. Donc en fait, les roches sont composées d'éléments chimiques. Ici, vous avez le fer et donc vous reconnaissez sur la face visible de la Lune toutes les mers. Donc ce sont des laves qui vont être très riches en fer par rapport au reste de la Lune et vous voyez de nouveau que la face cachée de la Lune montre une composition très différente et on reconnaît ici le bassin, le cratère du pôle sud. Ici, vous avez encore une composition chimique, un autre élément, le thorium. Et là aussi, vous voyez que la face visible est très différente. Donc en fait, vous avez ici toutes les mers qui sont très riches dans cet élément, alors que la face cachée de la Lune est très, très différente chimiquement. Alors, c'est pas de chance pour nous, c'est que toutes les missions qui ont atterri sur la Lune se sont concentrées sur cette zone ici que j'entoure et qui va donc être très différente chimiquement du reste de la Lune. Donc alors évidemment, on est très content d'avoir des échantillons qui viennent de la Lune, mais malheureusement, ils viennent tous de cette zone ici qui est en fait très particulière. Et donc c'est pour ça qu'on va chercher à avoir d'autres échantillons et notamment des météorites. Alors quels sont les échantillons que nous avons de la Lune? Donc ici, vous avez la face visible de la Lune. En mauve ici, vous avez les missions américaines Apollo qui ont donc atterri avec des astronautes sur la Lune. Et donc vous voyez qu'elles ont toujours atterri en bordure des mers parce qu'en fait c'est plus facile. Ce sont des surfaces plates et c'est plus facile. En rouge, vous avez des missions russes, donc les missions Luna, et qui donc ont été un petit peu plus loin. Ce ne sont pas des missions habitées. Donc là, on n'avait qu'un seul robot, un robot tout seul qui a atterri. Et en jaune, vous avez des missions chinoises, cette fois-ci, Chang'e 3, Chang'e 4 qui a atterri de l'autre côté de la Lune. Donc ça, c'est la première mission qui s'est posée sur la face cachée de la Lune. Et puis Chang'e 5, ici, qui a ramené des échantillons. Donc aujourd'hui, les missions lunaires on a 3 sources de roches lunaires. Les missions Apollo, entre 69 et 72, 380 kilos. Des missions russes, 3 missions entre 70 et 76, 300 grammes. Et la mission chinoise, donc Chang'e 5, qui en 2020 a ramené 1,7 kg d'échantillons lunaires. Et puis on a des météorites lunaires. Donc ça, en fait, ce sont des météorites, qui sont éjectées de la surface de la Lune quand une autre météorite arrive. C'est un peu comme au billard, hein. Vous avez une boule qui va toucher l'autre boule ou aux billes et donc en fait, vous allez éjecter un morceau de la Lune. Aujourd'hui, on a environ plus de 500 kilos de météorites lunaires et elles, l'avantage, c'est qu'elles viennent de partout sur la Lune, donc aussi bien de la face cachée que de la face visible. Donc en fait, on ne sait pas exactement d'où elles viennent à la surface de la Lune, mais on a quand même plus d'échantillons, météoritiques que ramenés par des missions. La première météorite trouvée, c'était en 1982 en Antarctique et donc en fait, on va aller souvent en Antarctique chercher des météorites, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ici, vous avez des exemples de roches Apollo. Donc le petit dé ici, c'est 1 centimètre. Et donc vous voyez des roches qui vont être très noires, hein, qui vont ressembler justement à ces mers qui sont noires, et puis des roches très blanches qui vont ressembler donc à ces montagnes. Et donc on voit vraiment cette grosse différence de couleur entre les deux, donc les mers noires et les hauts plateaux qui sont très blancs. Ce que vous voyez également, c'est que ces roches vont avoir plein de petits fragments dedans. Et ça, c'est parce qu'on a des impacts, en fait, à la surface de la Lune qui vont fragmenter les roches et puis les roches vont se ressouder ensemble et en fait, elles vont garder des fragments de toutes les de tous les morceaux de roches qui sont éjectés à un moment sur la Lune. C'est ce qu'on va appeler des brèches parce que ce ne sont pas des roches, pures, on va dire
Et donc, en fait, tous ces petits fragments sont des morceaux de la Lune, d'un autre endroit de la Lune, qui sont éjectés à l'endroit où la roche va se ressouder. Ici, vous avez des météorites lunaires. Alors ici, bah, vous voyez, ça c'est vraiment très typique d'une météorite, c'est qu'on va avoir une croûte de fusion noire parce que la météorite va traverser l'atmosphère terrestre. Donc ça, c'est vraiment très diagnostic d'une météorite, c'est que on va avoir une pellicule fondue autour de la roche. Vous voyez que cette pellicule fondue, ici, donc de nouveau, on a une roche très blanche, et donc vous voyez qu'on a même des petites bulles dedans parce que on a vraiment eu une pellicule de roche fondue qui fait des bulles et qui devient liquide. Ce que l'on reconnaît très clairement aussi, c'est tous ces petits fragments de roche les uns dans les autres. Donc de nouveau, ici, vous voyez une roche très noire avec des petits fragments très blancs. Donc en fait, ici, on a un mélange entre des mers et des hauts plateaux. Et comme tous ces petits fragments sont éjectés, en fait, ils vont reformer une roche après. Donc ça, c'est ce que moi, je peux étudier au laboratoire. Donc c'est mon métier, en fait, hein, c'est d'étudier la composition chimique de ces roches. Alors d'où vient la Lune? Comme je vous ai dit, ça, c'était vraiment une grande question, c'est très compliqué et on a 2 observations majeures. La première, c'est qu'on en a déjà parlé, la Lune est synchrone avec la Terre et montre toujours la même face. Et la deuxième, donc ça c'est mon boulot, hein, c'est la composition chimique de la Lune. Elle est très similaire à celle de la Terre, sauf pour les éléments volatiles. Qu'est-ce que c'est un élément volatile? Ben, c'est un élément qui préfère aller dans l'atmosphère, comme l'eau, le CO2, le carbone, l'oxygène, l'azote. Donc tout ce que nous respirons, en fait, ce sont des éléments volatiles. Et donc à part pour ces éléments-là, la Lune a la même composition chimique de la Terre. Et donc à partir de là, on a eu plein d'idées de comment essayer d'expliquer, ces 2 grandes observations. La première, c'est de se dire, bah, simplement si la Terre tourne très, très vite, poup, vous allez éjecter un morceau de la Terre qui va devenir la Lune. C'est une bonne idée, mais en fait, c'est très compliqué à faire parce que ça sous-entend que la Terre doit tourner excessivement vite sur elle-même et être complètement fondue. Et donc ça, assez rapidement, on s'est dit que c'était pas possible que la Terre tourne aussi vite autour d'elle-même pour éjecter un petit morceau. Capture, en fait, simplement, beh, on a une planète qui passe à côté de la Terre et par gravité, on va la capter. C'est ce qui se passe avec les lunes, Phobos et Deimos de Mars, mais ça marche pas avec la Lune, en fait. Pourquoi? Eh bien, parce que la Lune est synchrone et donc quand on a une capture d'un astéroïde, l'astéroïde ne va pas être synchrone avec la planète qui l'a capturé. La formation simultanée, c'est de se dire, ben voilà, quand je forme le système solaire, en fait, les 2 corps vont se former en même temps, au même endroit. Ça aussi, c'est une bonne idée, mais en fait, c'est très compliqué à faire parce que le système solaire est tellement dynamique au début que c'est vraiment assez compliqué d'expliquer que je vais avoir 2 planètes qui se forment en même temps, au même endroit et qui vont rester en fait les unes avec les autres. Donc on a dû continuer à se gratter la tête, à se poser des questions et puis grâce aux échantillons lunaires, on est arrivé avec une nouvelle théorie qui est la théorie de l'impact géant entre une prototerre et une planète de la taille de Mars. Donc ça va vous donner à peu près ceci en dessin d'artiste, hein, puisqu'évidemment nous n'y étions pas. C'est tout au début du système solaire. Et donc ici vous avez la Terre qui est en train de se former et vous avez une autre planète qui va rentrer en collision avec la Terre. Qu'est-ce qui va se passer? Ici vous avez un modèle numérique, donc ça c'est ce qu'on va obtenir sur des ordinateurs. Et donc vous voyez que, à l'endroit de l'impact, on va avoir ici, vous avez la température, donc il va faire très, très chaud à l'endroit de l'impact et puis les 2 corps vont se disloquer et tourner les uns autour des autres. Et donc vous voyez ici, une partie des poussières vont revenir vers la Terre et une partie des poussières vont former la Lune. Cette théorie, elle permet d'expliquer à la fois que la Lune, en fait, va être synchrone avec la Terre et que la Lune, en fait, est formée en partie de matériel de la Terre. Donc ça me permet de répondre à mes 2 grandes questions. Donc la Lune est formée en grande partie de matériel terrestre, sauf pour les éléments volatiles qui, en fait, s'évaporent dans l'espace. Donc ici, vous avez un petit résumé avec donc Theia, cette protoplanète qui n'existe plus aujourd'hui, qui va rentrer en collision avec la Terre. On va avoir un disque de débris qui vont former la Lune. Donc ça me permet d'expliquer à la fois la composition chimique de la Lune et la synchronicité avec la rotation de la Terre.
Alors, comme vous avez des ateliers, à propos de l'eau sur la Lune, je vais essayer d'y répondre. Est-ce qu'on a de l'eau sur la Lune? Bah oui et non, en fait, c'est compliqué. Alors, l'eau sur la Lune, elle n'est pas stable, tout simplement parce qu'il fait entre -173 et +117 degrés à la surface de la Lune. En fait, il n'y a pas d'atmosphère, donc la Lune va être chauffée par le Soleil. Et s'il fait plus de 100 degrés, ben en fait, l'eau, la glace, va s'évaporer. Et comme vous n'avez pas d'atmosphère, elle va s'évaporer dans l'espace. Donc en fait, on n'a pas d'eau liquide à la surface de la Lune. Par contre, est-ce que je pourrais avoir de la glace permanente? Eh bien, on va aller regarder justement au cratère du pôle Sud. Ici, donc ce cratère, on est à -8 km d'altitude. Et donc, en fait, on a des endroits où le soleil, les rayons du soleil ne pénètrent jamais. Et donc, en fait, on va avoir toujours des températures négatives à ces endroits-là. Et donc, c'est pour ça que ce grand cratère intéresse les agences spatiales, c'est parce qu'on va aller chercher de la glace. On espère trouver de la glace dans ce cratère. Quelque chose d'un peu plus subtil, donc ça, c'est plus ce que je vais regarder en tant que géologue, c'est de l'eau prisonnière dans des minéraux. Vous avez un minéral qui s'appelle l'apatite, donc ça fait des très jolis bijoux, hein, vous pouvez en trouver sur Terre. Et l'apatite, elle est formée de calcium, de phosphore et d'oxygène. Donc ça, ce sont les éléments qui forment l'apatite. Et parfois, dans le réseau cristallin, on va retrouver ces petites billes ici de 2 couleurs qui sont des groupements OH, donc oxygène plus hydrogène. Et ça, en fait, c'est de l'eau. Alors, on vous a toujours dit que de l'eau, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène, mais dans un minéral, en fait, je ne vais avoir qu'un seul hydrogène et je vais pouvoir mettre de l'eau prisonnière dans des réseaux de minéraux, dans des cristaux, en fait. Alors évidemment, cette eau, elle n'est pas accessible comme ça, je ne peux pas la boire, hein. Il va falloir chauffer le minéral pour libérer l'eau prisonnière du minéral et à partir de ce moment-là, on peut recueillir de l'eau. Alors est-ce qu'il y en a suffisamment pour faire vivre des hommes à la surface de Mars? Certainement pas, en fait, parce que de nouveau, bah, la Lune, en fait, a perdu toute son eau au début de sa formation, donc en fait, on n'a pas assez d'eau pour faire vivre des humains à la surface de la Lune, pardon. Donc, la Lune, bah, pour moi, c'est un livre, ouvert sur les événements du passé. Donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'atmosphère, on n'a pas de liquide à la surface de la Lune et donc géologiquement, c'est une planète qui est morte. En fait, il n'y a plus d'éruption volcanique, à la surface de la Lune. Mais en fait, ça rend la Lune très intéressante, justement, parce qu'en fait, là, on va trouver des enregistrements du passé. On va pouvoir, en fait, comprendre la formation des planètes. C'est quelque chose qui n'est plus possible sur Terre aujourd'hui, parce que sur Terre, bah, on a de l'eau, de l'atmosphère, on a des végétaux, on a du volcanisme qui efface en fait les traces de la formation des planètes. Et donc la Lune, pour nous, c'est vraiment une planète très importante, puisqu'elle va nous permettre d'étudier la formation du système solaire. Voilà, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Vinciane. C'était vraiment passionnant, je trouve. Hem, je pense qu'on a quelques minutes pour éventuellement, des questions. Donc je vois qu'il y a une autre classe qui semblerait nous avoir, rejoints. Est-ce qu'il y a des questions des élèves ou de l'institutrice? Vous pouvez activer le micro, hein, si c'est le cas. Peut-être de mes collègues ont des questions? Oui, moi je me posais une question. Merci beaucoup, c'était très très intéressant. Mais vous nous expliquez qu'il y a eu du magma dans les cratères, donc il y a eu des volcans, du volcanisme, et puis que maintenant il n'y a plus de volcanisme. Alors pourquoi? C'est quoi un astre mort? Est-ce qu'à l'intérieur de la Lune c'est chaud comme sur la Terre et que c'est du magma, ou est-ce qu'elle est complètement refroidie? Ça, Imaginer de la lave, de la roche en fusion sur la Lune, c'est complètement contraire à l'idée qu'on s'en fait. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, alors là, je vais répondre en deux volets. Donc la première chose, c'est qu'au début du système solaire, on a beaucoup de chaleur. Et l'idée, c'est que plus une planète est grosse et plus elle va garder de la chaleur longtemps, et plus elle est petite et plus elle va perdre sa chaleur très vite.
Et donc aujourd'hui, on a des astéroïdes qui sont tout petits et qui sont froids depuis très longtemps parce qu'en effet, ils ont complètement perdu leur chaleur. Et donc aujourd'hui, sur Terre, en fait, une partie de la chaleur terrestre est encore liée à la chaleur du début du système solaire parce que la Terre est plus grosse. Alors la Lune est beaucoup plus petite, donc en effet, elle a perdu sa chaleur plus petite. Alors quelle est la température de l'intérieur lunaire? Ça, on n'a pas la réponse. On n'a pas assez de missions spatiales, on va dire. Mais donc en effet, aujourd'hui, la Lune n'est plus active géologiquement. Le deuxième volet de ma réponse, c'est que, par contre, il peut y avoir des événements qui font que, localement, on va avoir de la chaleur et ça a un impact. En fait, quand on prend 2 billes, de bière et qu'on les tape, dessus, en fait, elles vont finir par chauffer et c'est ce qui va se passer à la surface de la Lune quand j'ai une grosse météorite qui va arriver, c'est que localement, je vais chauffer en fait la croûte lunaire et si l'impact est suffisamment grand, je peux chauffer jusqu'à atteindre le point de fusion de la roche et avoir de la lave, mais ça, c'est un phénomène très, très local alors. OK. Merci. Moi, j'avais une petite question aussi, je me demandais, en fait, est-ce qu'on sait pourquoi il y a des mers de lave du côté, donc sur la face visible de la Lune et qui, a priori, en tout cas des images qu'on voit, il y en aurait pas, en fait, du côté, invisible? Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'il y a plusieurs hypothèses? Alors justement, c'est une très bonne question et en fait, ça rentre dans cette idée que la Lune nous protège des gros impacts, mais en effet, c'est un peu contre-intuitif de se dire que finalement, elle nous protège de l'intérieur, donc de la face visible et pas de la face cachée. Mais non, j'ai pas vraiment de réponse à ça, c'est une des questions. Alors évidemment, la face cachée est très peu étudiée, donc c'est une des grandes questions que l'on a aujourd'hui, c'est dans quelle mesure le fait d'avoir plus d'impact sur la face visible est lié au fait que, c'est la face que l'on voit toujours, en fait, qui est toujours, vers l'intérieur du système Terre-Lune. Mais Mmh. c'est une inconnue, en fait, encore Donc aujourd'hui. c'est des questions de recherche. Oui, C'est pour c'est tout ça à que fait des questions de recherche, oui. c'est ce que les chercheurs et les chercheuses essayent de faire. Et justement, je me demandais, moi, comment, on devient géologue de la Lune, comme toi? Bah, d'ailleurs, tu n'es pas que géologue de la Lune, je crois que tu analyses aussi d'autres roches, Je travaille beaucoup sur Mars aussi et sur la Terre ancienne. Bah, alors, en fait, c'est rigolo, moi, j'ai toujours voulu, étudier les volcans, donc voilà. Et puis, au cours de mes études, j'ai découvert cette sous-discipline qui est d'étudier la composition chimique des roches. Et puis, bah, au final, je me suis rendu compte que des volcans, bah, il y en avait sur Mars, il y en avait sur la Lune et donc voilà, quelque part, j'étudie des volcans mais extraterrestres. Voilà. ce qui est chouette aussi. Super. Bah, merci beaucoup.